Après avoir démystifié la légende de Bruce Lee, nous allons nous attaquer à notre rock en la personne de Mohamed Ali. Tout a commencé avec le partage d'un de mes contacts d'un restaurant à Lyon, affilié à la franchise Géladal. Et lorsque j'ai vu le logo Géladal avec un G au milieu, ça m'a mis la puce à l'oreille, étant donné que depuis un certain temps, je m'étais attaqué au film Interstellar qui tournait autour de la gravité, donc ici le G de la gravité, et qui renvoyait à l'idée ou qui faisait une corrélation ou une analogie entre l'absence de loi physique au centre de la Terre qui engendrait l'absence de loi morale. Et donc tout ce film tournait autour du thème kabbalistique de l'absence de loi ou de l'abrogation de la loi et de la morale et du monde ancien. Et c'est d'ailleurs l'un des thèmes de Peter Pan, puisque Peter Pan, il défie les lois de la gravité et symboliquement, lorsqu'il vole, il montre qu'il s'émancipe de la morale et des bonnes mœurs. Donc, après avoir mis cette puce à l'oreille, j'ai décrypté le symbole de Géladal. J'en ai déduit qu'il était extrêmement proche du symbole kabbalistique de Baphomet, qui a une forte connotation sexuelle, donc tout comme Géladal, puisqu'il suscite, il réveille les plaisirs culinaires, et par voie de conséquence, ou en même temps, eh bien l'appétit sexuel. Et avant tout, et avant cela, pour ce qui est des prémices érotiques. Et donc, un peu plus tard, on m'a envoyé une photo ou une publicité de Géladal qui représentait un gorille, donc King Kong, avec une couronne sur la tête et avec la légende suivante, un roi sans couronne. Et bien sûr, cette affiche, elle m'a énormément interpellé et elle m'a poussé à faire des recherches. J'ai fait environ depuis 2 mois. Et ces recherches m'ont amené vers des découvertes impensables et inimaginables. Et en fin de parcours, j'en suis où j'ai enquillé vers Bruce Lee. Et avant cela, eh bien, j'ai fait des découvertes sur Mohamed Ali. Et voici le long processus de mes découvertes qui ont pour achèvement la déconstruction du monde moderne et par là même, ou par le biais de la démystification de 2 légendes que sont Mohamed Ali et Bruce Lee. Donc ce n'est pas anodin, même si ça peut le laisser penser qu'un religieux s'attarde sur des personnages qui sont liés au monde du divertissement et du sport. Mais en réalité, les implications sont extrêmement profondes, comme nous allons le démontrer. Et par ces démonstrations, nous allons arriver au décryptage de la situation actuelle, qui est liée notamment au coronavirus, puisque corona provient du mot espagnol corona, qui signifie couronne. On aurait pu penser qu'il s'agissait de la couronne anglaise, mais en vérité, il s'agissait de la couronne invisible
du pouvoir invisible, et en voici toute la démonstration. Alors ma première démarche pour comprendre cette publicité fut de m'arrêter sur le symbole du mythe King Kong. Bon, bien sûr, les critiques de cinéma traditionnels, ils ne vont pas apporter au schmilblick, ils vont vous ramener vers le désir freudien, les symptômes de la décadence du monde moderne et les travers du capitalisme, et ainsi de suite. Donc bien sûr, c'est un discours en phase avec le système de lobotomiser et qui évite ou qui occulte l'essentiel et qui est le pouvoir occulte d'une élite financière sur les acteurs du monde moderne. Et donc, le film de 1933, King Kong, qui a été réalisé par Maureen O'Connor, eh bien, il est le fruit de la propagande. En 1933, nous sommes à la fin de la crise de 1929, à la suite de quoi Roosevelt va proposer le New Deal. Et cette image de King Kong, donc, qui est le fruit de la propagande, elle a pour fonction première et principale de créer un traumatisme dans l'esprit du peuple qui est la cible de cette propagande. Donc, nous sommes en pleine ingénierie sociale. Et le but caché est de dépouiller, spolier la classe moyenne pour s'arroger de la part de l'élite financière davantage de pouvoir et davantage de monopole, avec une caste réduite de plus en plus riche et une classe moyenne de plus en plus pauvre. Et c'est un moyen détourné, j'en ai parlé par le passé, de tuer dans l'œuf toute tentative d'insurrection. Et le film King Kong, il vient un point nommé pour, de façon subliminale, exprimer cette spoliation et en même temps pour créer un traumatisme collectif à travers le monstre de King Kong. J'ai expliqué par le passé que Cooper, le réalisateur du premier King Kong de 1933, il avait inspiré l'un des personnages de Christopher Nolan dans Interstellar, et pour cause, puisqu'ici nous sommes au cœur de la propagande, notamment avec le King. Et en réalité, il fallait dissocier le King du Kong. C'est-à-dire que le King, c'est la main de l'élite financière invisible, et le Kong, ce sont les victimes, et notamment l'Occident. Et cela nous amène au constat que le monde occidental, la race blanche, eh bien, elle est réduite par cette élite financière à l'image d'un gorille sauvage qui se livre à ses instincts les plus bas, les plus primaires et puérils. C'est l'image d'un gorille en rut. Et d'ailleurs, Brassens reprendra cette image dans l'une de ses chansons, qui sera reprise maintes fois par
des artistes français. Donc ici, nous avons éventuellement là un signal dans la personne de Brassens. Et effectivement, le film Bruce Lee nous montre la main cachée de l'intelligence service à travers cette équipe de tournage. L'APA, qui est la femme, donc le but de l'élite financière par l'intermédiaire de l'intelligence service, c'est de susciter des besoins existants. Et puisqu'elle suscite, on peut parler de création, c'est de créer des besoins et donc de jouer sur la cupidité du monde occidental, couplée de ces désirs primaires qu'il faut augmenter, accroître, en vue d'augmenter sa propre richesse et de les maintenir sous la domination. Et ils vont développer par rapport à cela toute une rhétorique ou toute une machine de propagande qui vont mettre en place des techniques d'ingénierie sociale avec tous les grands acteurs qui tournent autour, tels que Huxley, George Orwell et autres, et pour maintenir un statu quo et pour éviter toute velléité insurrectionnelle à l'encontre de cette élite financière. Donc cette image de King Kong, elle représente le symbole du Baphomet, comme j'en ai parlé, le symbole bien sûr par voie de conséquence de Géladal, qui est, selon la thèse, selon la régulation hegelienne, l'association de la thèse et de l'antithèse qui ont formé la synthèse. Donc, ici, la thèse, c'est l'élite financière, le King. L'antithèse, c'est le monde occidental, le Kong. Et la synthèse, c'est le nouvel ordre mondial. Donc on nous fait miroiter que le nouvel ordre mondial est un projet à venir, alors qu'en réalité il existe, il est présent depuis des siècles, et simplement il attend sa thèse terminale et son étape terminale et son étape finale, qui est la domination du monde à partir de Jérusalem en tant que capitale. Bien sûr, ce projet est une utopie. Et les deux éléments de cette équation, que sont le King et le Kong, ils sont composés pour le King, de marchands misanthropes. Donc cette association elle est paradoxale entre marchands et misanthropes. Et pour ce qui est du Kong, de guerriers philanthropes. Donc là aussi il y a un paradoxe entre philanthropes et guerriers. Et le tout vont former le nouvel ordre mondial à la tête du monde. Et lorsque, par cupidité et par messianisme, eh bien, l'élite financière voudra se débarrasser de sa main armée qu'est le monde occidental, eh bien, elle sera vouée à sa perte, puisque, d'un point de vue purement militaire, il est impossible à cette élite financière de défier le monde occidental. Et d'abord, il y a un verset du Coran qui dit que les chrétiens seront au-dessus, ou en tout cas les adeptes de Jésus seront au-dessus des Juifs jusqu'à la fin des temps. Donc relativement, les chrétiens, ils sont les adeptes de Jésus, de façon purement relative, bien sûr, et a fortiori les musulmans. Mais si on assiste au contraire, qu'une élite financière, elle a la mainmise sur le monde chrétien, c'est pour une double raison. La première, c'est que cette élite financière s'est émancipée de la Torah. Donc en cela, ils ne sont plus juifs,
dans le sens anthropologique du terme. Et l'autre raison, c'est que ces juifs-là, ils jouent sur la cupidité du monde occidental, et donc les chrétiens supportent leur propre fardeau, leur propre péché, et qui est une domination d'un ennemi impitoyable qui incarne leur péché. Et cet ennemi, il a constitué sa force par une forme de prédation qui est extrêmement vile et qui est la prédation par parasite. Et d'ailleurs, c'est éventuellement le thème d'Alien. Alors, est-ce que c'est volontaire? C'est forcément volontaire, même s'il y a d'autres messages subliminaux dans Alien, mais l'un des messages, c'est de montrer que l'élite financière, elle a composé sa force par le parasitage. Et étant donné que le parasitage est une forme vile de pouvoir, eh bien, de façon inconsciente, notamment, mais pas seulement, cette élite s'est sentie obligée, dans l'obligation, de montrer qui avait les rênes de pouvoir. Et bien sûr, il y a d'autres motivations derrière cela, des motivations de mind control, mais notamment, c'était pour montrer que ce pouvoir invisible, eh bien, il avait une existence réelle. Et comme ce pouvoir invisible avait une existence réelle, et que tout pouvoir avait un trône, eh bien, ce pouvoir invisible avait un trône invisible qu'il fallait, de façon subliminale, montrer à travers la propagande, et donc forcément à travers le cinéma. Alors, je ne veux pas parler de Wall Street et de la City, qui ne sont pas des pouvoirs invisibles. Ils sont certes, ces pouvoirs certes ne sont pas officiels, mais ce ne sont pas des pouvoirs invisibles. Et pour ce qui est des pouvoirs invisibles, eh bien, il y a deux grands pouvoirs invisibles qui sont évoqués de façon subliminale dans le cinéma hollywoodien, je vais le montrer. Et le premier, c'est l'île de Man, au nord-ouest des îles britanniques, ou de la Grande-Bretagne. Et cette île de Man a pour symbole, ou a pour blason, trois membres dispersés, enfin, pas trois membres dispersés, mais trois membres attachés. On ne comprend pas trop quel est le sens du symbole, ce serait bien d'en faire une enquête. Et le fait est que ce symbole est important puisque un propagandiste tel que Quentin Tarantino, il l'a représenté par l'intermédiaire de son actrice fétiche, la cascadeuse Zoé. Lorsqu'elle elle fait elle se met sur les mains, j'oublie le nom, une chandelle avec en laissant ses pieds, en séparant ses pieds de sorte à ce qu'ils soient chacun à une extrémité, et avec son tronc, eh bien, cela constitue les trois membres du symbole de l'île de Man. Et notre ami Spielberg, il en fait aussi la promotion à travers un message subliminal, lorsque son héros, j'en ai parlé par le passé, dans Duel, il se nomme David Mann, et il précise au téléphone, lorsqu'il s'adresse à la police, que Man s'écrit M-A-2-N. Donc ici, il fait allusion à l'île de Man, alors que c'est un endroit qui est pratiquement inconnu par tout le monde.
et que très peu savent que c'est un lieu invisible de pouvoir, d'où les grandes décisions du monde moderne ont été prises. Et il est intéressant que le dernier Kong de 2017, donc vous remarquerez qu'il n'y a pas de King, donc ici il est fait allusion uniquement à la cible et non pas au pouvoir caché, puisque dans ce film le pouvoir caché il sera montré de façon subliminale avec le programme Monarch, Monarch roi, King, donc c'est lié, il n'y a pas besoin de mettre King dans le titre King Kong, ça serait un pléonasme, puisque de façon subliminale et invisible, puisque le projet Monarch fait état d'un pouvoir, d'une emprise hypnotique invisible sur ses victimes. Donc ici, il n'était pas besoin de préciser King. Et en revanche, il y a une autre précision qui est que l'île, la fameuse île où vit King Kong, elle se nomme Skull Island. Et Skull qui veut dire crâne, en sachant qu'il y a une compétition de moto à l'île de Man qui s'appelle School Race. Je dis ça de mémoire. Donc c'est intéressant. Et arrêtons-nous maintenant sur le deuxième lieu, centre de pouvoir invisible, qui n'est pas une île, et qui se trouve dans le Texas, et qui est extrêmement intéressant pour notre analyse, et qui s'appelle The King Ranch. Le King Ranch a été fondé en 1953 par Richard King. Donc ici nous avons un cas de Gideon K. Lewis, un deuxième cas. Il comprend des parties de 6 comtés du Texas, la plupart de Kleber, on a un cas aussi, et une grande partie de Kennedy. Kennedy ici avec un seul N, mais bien sûr c'est il est issu de la même famille que les Kennedy avec un double N, souvent peut-être par diversion. Il y a des appellations différentes pour les membres d'une même famille. Après, ça peut être fortuit. Et donc, ici, nous avons un certain nombre de cas pour ce fameux King Ranch qui a pour symbole un W. Je vais revenir ici sur cette récurrence de cas. Mais avant cela, il a comme de préciser que Tarantino, il fait allusion au Ranch King, puisqu'il situe son film Django Unchained en 1958, donc un peu avant la guerre de sécession, et la guerre de sécession est importante dans notre propos. Et l'un des héros, Christophe Waltz, donc Christophe Waltz qui a étudié acteur studio sous la tutelle de Lee Strasberg. Ici nous avons un grand signal. D'ailleurs Sharon Tate elle-même a étudié également sous l'autorité de Lee Strasberg. Ici il y a un double message subliminal, puisque Lee Strasberg envoie à Bruce Lee et Sharon Tate a étudié sous l'autorité de Lee Strasberg, ou a étudié chez Lee Strasberg. Donc ici, il y a un message subliminal autour de Sharon Tate et Bruce Lee, alors que ça peut paraître tout à fait anodin dans le film de Django Unchained. D'ailleurs, il y a une autre allusion à Sharon Tate dans ce film. C'est lorsque, dans une conversation entre Candy, joué par DiCaprio, et le fameux Dr. Schultz, eh bien, il est question des trois mousquetaires et de D'Artagnan. D'Artagnan, c'était le nom d'un
d'un esclave noir. Donc, le docteur Schultz, lui, lui fait la remarque que Alexandre Dumas, qui a écrit Les Trois Mousquetaires, eh bien, il est d'origine noire. Et quand je dis Dr. Schultz, bien sûr, je parle de Christopher Waltz, mais en fait, le Dr. Schultz, il s'appelle Dr. King Schultz. Donc, allusion, peut-être pas flagrante, mais allusion quasi flagrante au King Ranch. Et d'ailleurs, il dit qu'il est dentiste, que c'est un Allemand, et qu'il a cessé son activité de dentiste depuis 5 ans. 5 ans, ça nous renvoie à 1853, l'année de la création de King Ranch. Et donc, qui dit King Ranch, je vais revenir sur il y a tellement de choses à dire que la façon de s'en sortir ici, c'est de faire des digressions. Donc, l'activité principale du King Ranch, bien sûr, c'est, en théorie, le bétail. Et donc, ils vont se lancer dans l'agroalimentaire et notamment dans la restauration. Et au fil de mon enquête, je suis tombé sur une ligne de restauration en Israël qui s'appelle Ranch Burger. Et cette franchise Ranch Burger, elle n'a pas marché, elle a été absorbée par les deux grandes franchises King Burger, King, et McDonald's. En réalité, McDonald's et King Burger, ils sont deux franchises qui appartiennent à la même manne financière qui émane de King Ranch. Et d'ailleurs, ce phénomène n'est pas nouveau. C'est-à-dire de cacher des monopoles en créant des entreprises rivales sous couvert de la concurrence capitaliste et de la liberté d'entreprise. Mais en fait, c'est une affabulation ou c'est une illusion, puisque les deux entreprises appartiennent à une même source financière. Et un bel exemple est celui de Apple. Apple, c'est bien sûr, il y a un message subliminal kabbalistique avec Apple, qui renvoie à Ève qui a mangé du fruit de la connaissance, et Macintosh. Ici, il est intéressant que une fois que la CIA a eu la parfaite mainmise, donc c'est l'instrument de l'élite financière, a eu la parfaite mainmise sur la propagande, le monde de l'industrie, du divertissement et des médias, avec un certain nombre d'événements, notamment avec le canular de Sharon Tate, ensuite avec l'affaire Watergate, qui a débouché sur la destitution ou la démission de Nixon, qui se sentait en position de force grâce au FBI et son chef, en la personne de Edgar Hoover, mais il s'est vite mépris, puisque le FBI ne fait pas le poids devant la CIA. Et donc, il y a eu la destitution de Nixon avec cette affaire du Watergate. Ensuite, la CIA s'est débarrassée de Edgar Hoover, cet encombrant chef du FBI, directeur du FBI. Et ensuite, le CIA a eu la mainmise de faire un certain nombre d'opérations sans qu'il y ait de parasites ni d'obstacles venant obstruer leurs desseins et projets. Donc cela va déboucher sur l'affaire, sur la grande entreprise Kinshasa, qui va occuper
notre discours aujourd'hui. Et aussi, elle a eu l'ingénieuse idée de profiter de leur avancée technologique en matière informatique et de vulgariser les ordinateurs. Donc à partir de 1976-1977, ils, ils ont mis à disposition du public, ils ont commercialisé dans un premier temps l'ordinateur, puisqu'avant c'était un élément exclusif de la CIA et des grandes entreprises. Et ils ont fondé deux sociétés rivales. Donc, ce sont des sociétés écrans qui cachent leur monopole. Et il y a un film qui nous indique, puisque de toute façon, depuis cette époque, même depuis avant, mais de façon plus prononcée à partir de cette époque, c'est-à-dire à la fin des années 60, début des 70, une fois que la CIA a eu la mainmise sur la propagande, de façon exclusive, eh bien, il y a un film écrit en 1982 qui s'appelle The Thing, avec Kurt Russell. Kurt Russell, qui fut un outil de propagande chez Tarantino, j'en ai parlé. Eh bien, dans ce film, Kurt Russell s'appelle Mac. Et le responsable radio, il s'appelle Windows. Donc ici, on fait la promotion des instruments de la CIA que sont Apple et Macintosh. Et cette concurrence, elle va mettre en avant trois hommes de paille que sont Steve Jobs, Bill Gates et le dernier en date, Elon Musk, j'en parlerai prochainement. Bien sûr, ce sont des hommes de paille au milieu d'autres hommes de paille. Donc à l'occasion, on pourra en parler. Mais en tout cas, ici, il y a trois grands hommes de paille qui ont une place importante dans la propagande du monde récent, de l'actualité récente. Donc ce point, il était intéressant de souligner ce point. Et donc il est possible de trouver un lien entre le King Ranch et Skull Island. C'est que le cercle Skull and Bull, nombreux des adhérents à ce cercle, occultes et messianistes et kabbalistes, eh bien, ils sont liés à Skull Island. Ah, pardon, à King Ranch. Et King Ranch sont principalement des immigrés venus d'Allemagne. Bien sûr, ce ne sont pas de pauvres immigrés venus faire fortune en Allemagne. Non, ce sont l'élite bourgeoise allemande, judéo-allemande, qui s'est installée dans le sud des États-Unis et qui vont influer les grands événements depuis cette époque. Je vais en citer trois pêle-mêle. Le premier, c'est la mise en place du nazisme. Donc, de nombreuses décisions seront prises à King Ranch, qui représente pourtant le pouvoir invisible, et bien sûr sur d'autres places, mais notamment dans le King Ranch. Quand je pense à d'autres places, je pense notamment à New York. New York est aussi important pour la guerre de sécession. Et c'est le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que la guerre de sécession, d'ailleurs on le voit dans Django Unchained, c'est les préludes de la guerre de sécession en 1958. Eh bien, la guerre de sécession a été manigancée à partir du Ranch King, et donc ils en sont les grands gagnants et les grands bénéficiaires, notamment grâce aux lignes de chemin de fer, la vente d'armes et autres. Et le troisième événement que je voulais, qui est lié
au ranch King, c'est l'assassinat de Kennedy. Et il est fort probable que le milliardaire Haroldson Lafayette Hunt, il est programmé, il est organisé l'assassinat de Kennedy à partir du ranch King Ranch, qui n'est pas très loin de Dallas. D'ailleurs, lui-même est mort à Dallas en 1974. Pour la petite anecdote, Sharon Tate, elle est née à Dallas, mais c'est juste pas anecdotique. Et, euh, et les bruits ont couru que, et d'ailleurs, il y a des traces écrites que ce fameux Hunt éprouvait une haine viscérale contre Kennedy. Et comme on a vu pourtant, le Kennedy, ils sont liés au ranch King depuis la fondation. Et il a dit une phrase du genre bientôt, euh, ces gens-là ou celui-là, il n'aura plus le droit à me serrer la main, une phrase dans ce genre-là, pour dire qu'il projette de l'assassiner. Et le film Lincoln, du propagandiste Spielberg, il fait allusion à cette jalousie, de façon subliminale, lorsque Tommy Lynn Jones, qui lui a joué dans JFK, donc il est là le lien subliminal, et d'ailleurs il y a un lien subliminal entre Tommy Lynn Jones et Bruce Lee, je vais le montrer. Eh bien, lorsque lui, ici, c'est un sénateur abolitionniste, donc c'est un héros. Et bien sûr, ces gens-là, ils sont utilisés à des fins hégémoniques. Lorsqu'il s'adresse à la femme du président, elle lui fait comprendre qu'il y a des hommes qui sont jaloux du président. Et elle s'adresse à Tommy Lynn Jones, qui, qui jouait dans JFK, le fameux show homosexuel, dont j'ai oublié le nom, c'était lui aussi, c'était un homme riche, et qui est d'ailleurs qui était lié à King Ranch. Eh bien, de façon subliminale, il fait comprendre que des gens étaient jaloux de Kennedy. Et qui sont ces gens? Eh bien, c'est ce fameux Hunt. En réalité, il y a un autre événement qui est lié avec le Ranch King et qui est d'une importance capitale, qui est la création du Ku Klux Klan, donc en 1868. Donc, Tarantino y fait allusion dans Django, où il montre les balbutiements du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan est une organisation occulte qui reprend le flambeau des Templiers avec la fameuse croix kabbalistique rouge et avec pour sigle le 3K, 3 lettres Ku Klux Klan. Donc on nous raconte une histoire à dormir debout, conte pour enfants, comme quoi à la suite de la guerre de sécession, 6 personnages sudistes seraient rencontrés dans une petite bourgade dans le Tennessee. Donc Tennessee, c'est 2 États au-dessus du Texas. Et donc il y a un lien entre cette bourgade et le pouvoir invisible du King Ranch. Ils se sont réunis donc avec notamment Kennedy et ils auraient trouvé un terme Ku Klux qui en grec signifierait cercle et clan pour faire par amusement, parce qu'ils avaient du temps à perdre, puisque la guerre était finie. Ils se sont amusés à composer comme ça un nom avec ce pléonasme entre Ku Klux et clan. En réalité, je pense que les choses sont un peu plus compliquées. Il est possible que la théorie que j'ai ramenée plus haut, que que Ku Klux Klan, ils sont les initiales des 3 fondateurs. Et personnellement, j'aurais une autre théorie sur la chose, mais c'est un peu une théorie tirée par les cheveux. Mais je vais la présenter de façon tout à fait symbolique, c'est-à-dire en tenant compte des symboles. Et comme disait Huxley lui-même, les noms, ils veulent tout dire. Donc je vais présenter la chose en faisant l'explication des symboles. Et cette explication, elle est irrationnelle, mais de mon point de vue, elle décrit une réalité occulte
dont les effets, bien sûr, ils sont latents et patents. Et donc, l'autre hypothèse serait de dire qu'ici, il y a une imitation de la Trinité chrétienne avec les trois lettres, trois sigles K, 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 bien sûr qui renvoient au king, au roi, pour dire que ce sont eux les rois, ce sont eux les nouveaux dieux, puisqu'ils s'érigent en tant que dieux. Ils remplacent, ils incarnent l'image du tableau de Michel-Ange, la création d'Adam. On en voit le symbole dans certains films, notamment dans E.T., avec le doigt de E.T. Il y a aussi le toucher de King Kong, le toucher de Godzilla. Pour l'un, c'était une femme, pour l'autre, c'est une enfant. Donc, on passe de la femme à l'enfant, ça a des connotations pédophiles. En tout cas, ici, il y a le symbole du pouvoir tout-puissant des kings, en sachant que, bien sûr, le roi de Dieu est le roi des rois. Donc, l'une des motivations de ces analyses, qui peuvent paraître fortuites, eh bien, c'est de rappeler que le roi des rois n'est autre que Dieu, et eux, ils sont que des rois euh, illusoires, et quand bien même ils profitaient de leur pouvoir sur Terre, de façon relative, eh bien, leur retour se fera vers Dieu. Et donc ici, il est possible que les trois lettres sont une atteinte à la chrétienté, en sachant que toute la propagande antichrétienne, ou toute la propagande hollywoodienne, elle est antichrétienne, elle est essentiellement orientée vers un discours antichrétien, vers une propagande anti-chrétienne. Et ici, avant Hollywood, mais en tout cas on est toujours dans la propagande, les trois lettres du Ku Klux Klan auraient pour vocation d'imiter la Trinité. Et j'aimerais ici faire un lien avec la fille cachée de Bruce Lee, Sharon Tate, qui n'est autre que Erika Eleniak, de son vrai nom Erika. Bon, bien sûr, son nom c'est un pseudonyme. Donc c'est un nom qui a été mis en place par la CIA. Lorsqu'il y a deux lettres identiques, c'est souvent que nous avons affaire à un fantôme. En l'occurrence, ici, elle s'appelle Erika, et Lionette, c'est-à-dire les deux lettres identiques, c'est-à-dire le nom, prénom, E et E. En l'occurrence, ici, Erika Eleniak, donc le E et le E, qui représente le B et le B de Kill Bill, donc la fille de Béatrix Kido et de Bill, donc Sharon Tate et Bruce Lee, j'en ai parlé. C'est aussi les initiales qui renvoient au film Rosemary Baby. Donc ici, on a éludé le mystère de Rosemary Baby. Le B et le B de Kill Bill renvoient à Rosemary Baby. Et il est fort possible d'ailleurs que Rosemary Baby, elle renvoie elle-même à Rosemary Kennedy, la sœur de John Fitzgerald, qui, selon l'histoire officielle, a été lobotomisée au début des années 40. Donc c'est l'un des premiers cas de lobotomie. Et le B et le B, on envoie le message subliminal dans, je vais l'expliquer, dans Le jeu de la mort. Le jeu de la mort, il reproduit énormément de scènes de Rosemary Baby. Et Tarantino en fait avant Kill Bill, il en fait allusion dans Jackie Brown, puisque le, la vitrine du prêteur en gage, eh bien, il écrit by, j'ai oublié le nom, by bank, en tout cas avec les initiales B et B, et à un moment du film, on ne voit que les initiales B et B. Et donc, Erika Eleniak s'appelle Erika Maya Eleniak. Et je pense que c'est lié avec les trois lettres de King,
donc qui ont été repris par le Ku Klux Klan. Donc le Ku Klux Klan est une émanation de King par l'intermédiaire de l'initié Albert Pike, et que l'on retrouve dans le sigle Marlboro, en sachant que ils ont le monopole de la cigarette. On en voit la propagande de façon récurrente à Hollywood, avec ces grands acteurs hollywoodiens, ces stars de la gestuelle, tels que Humphrey Bogart, Cary Grant, Rock Hudson, qui manient l'art de fumer avec élégance. Ensuite, il y a eu bien sûr de grandes actrices qui ont manié la cigarette de façon esthétique, et bien c'est à des fins propagandistes. Parmi ces propagandistes, il y a la famille Morris, donc qui va donner Philip Morris, qui sont liés à la pègre anglaise, qui sont originaires de Hollande. Je reviendrai sur les Morris plus tard. Tout cela pour dire qu'avec Erika Eleniak, nous retrouvons ces 3 lettres du King. Déjà, dans Erika, il y a le terme roi. Il y a une première lettre, King dans son prénom, de K, et une deuxième lettre, K, dans son nom de famille, Eleniak. Et au milieu, il y a Maya. Alors, en quoi renvoie ce Maya? Eh bien, il est intéressant que Maya, je vais vous lire un texte d'une thèse d'une revue scientifique, l'habitude Maya de représenter un astre par un animal. Il paraît possible qu'un des deux animaux, abeille et cerf, symbolise la planète Vénus. Donc c'est le symbole de la fertilité et de l'amour. Et tout de suite on pense à la remarque de Genève dans son édition d'Alanda que la planète Vénus porte entre autres nom celui de Xus Ek, l'étoile abeille. J'avoue que quand j'ai commencé à écrire cet article, ce nom de Xus Ek m'était inconnu et que je me basais plutôt sur Brasseur qui dit que Ek signifie étoile ou étoile du soir et Ek, une guêpe qui fait son essaim dans la colocynte et dont les indigènes mangent le miel. Je vais revenir sur le miel et l'abeille. Ek veut dire noir, mais aussi étoile, et d'après Brasseur, spécialement étoile du matin, Vénus. Donc ici, avec Erika Eleniak, on a le symbole de Vénus. 2 divinités représentaient la planète Vénus. Comment s'appelle-t-elle? Kukulkan. Je répète, Kukulkan. Et ici, nous avons nos 3 K du Ku Klux Klan. Et cela n'a rien à voir avec l'histoire farfelue qu'on nous radote. Même parmi les grands conteurs tels que Antoine de Caunes, j'ai oublié son prénom, c'est pas Antoine, c'est l'autre, le fameux conteur qui raconte des histoires farfelues sur l'origine du terme Ku Klux Klan. Et donc peut-être le Wotan des sandales, et ensuite Ekshua, qui était également le dieu des voyageurs marchands, c'est intéressant, et du cacao. Ekshua est le dieu noir, l'étymologie de son nom donne Ek, noir, ou étoile Shu, calebasse ou vase en forme de calebasse, mais Ek signifie également abeille. Et on traduira ainsi ce nom par l'abeille de la calebasse, ou de la calebasse. Dans les signes des jours de Zandal, j'ai tâché d'expliquer que le signe manique représente le dieu marchand, Ekshua, et également l'étoile Vénus. Ce signe accompagne souvent un dessin d'abeille. Alors nous allons le montrer un peu plus tard, c'est que abeille, ici le terme abeille, d'ailleurs on le retrouve dans le dessin animé Maya l'abeille, et je pense que ce n'est pas anodin, puisque ce dessin animé a fait le tour du monde. On retrouve l'un des symboles cachés de la devise de Mohamed Ali, mais je vais en parler de façon plus détaillée. Flotte comme un papillon, pique comme une abeille. Et il est possible que le père biologique de Erika Eleniak, donc Erika Maya Eleniak, lui-même, il a fait la promotion
de façon subliminale de cette abeille. Bon, déjà de façon certaine dans le frelon vert, mais de façon subliminale dans le jeu de la mort. Ce qui n'a jamais été, ou en tout cas pas à ma connaissance, en sachant que ma culture est très limitée et très restreinte, eh bien ce détail n'est pas éludé ni élucidé pour évoquer l'origine de la tenue que portait lapsus, Bruce Lee dans le jeu de la mort. C'est une tenue qui est jaune avec un trait noir sur le côté. Et il porte des chaussures jaunes, Bruce Lee, avec 2 traits noirs ou des dessins noirs. Donc ici, c'est une représentation symbolique de l'abeille. Et d'ailleurs, lorsqu'il croise le fer, avec Dan Innocento dans le jeu de la mort, Pasquale, il est muni d'une baguette avec laquelle il frappe le sol et qui peut éventuellement, je suis peut-être dans la spéculation, qui fait éventuellement allusion à l'abeille. D'ailleurs, au début du film, on reproduit la scène où il se bat avec Estes contre Chuck Norris, et dans lequel il emprunte le jeu de jambes d'Ali, donc ici allusion à Flotte comme un papillon. Et donc ici nous avons les ingrédients de la devise de Mohamed Ali, avec au début du film Flotte comme un papillon, et à la fin du film Pique comme une abeille. Et d'ailleurs Tarantino reprendra le symbole de l'insecte qui pique dans Pulp Fiction. Il dit pas le nom de l'insecte, il dit un insecte qui pique. Et dans Kill Bill, c'est un moustique qui pique. Et il est fort possible qu'il fasse allusion à des substances que les sportifs de haut niveau prennent par injection ou éventuellement au programme MK Ultra, mais je reviendrai sur ce point. Il est intéressant que Dan Innocento dans ce film s'appelle Pasquale. Et Pasquale fait éventuellement allusion à Passalequa Army Base, qui est une base au nord de Vérone en Italie, qui est le quartier général de Southern European Task Force, où a opéré le père de Sharon Tate, Paul Tate. Donc c'est intéressant comment toutes les choses se délient et qu'on était loin de s'imaginer les sens d'éléments qui nous paraissent anodins lorsqu'on en regardait un film, notamment Le jeu de la mort. Et d'ailleurs, il y a Carl Miller qui éventuellement fait allusion à la femme de Lee Strasberg qui s'appelait Miller. Paula Miller, plus exactement. Et j'aimerais revenir sur ses pouvoirs invisibles. Donc j'en ai cité 2, King Ranch et l'île de Man. Il est possible qu'il y en ait un troisième qui est évoqué de façon subliminale dans Rencontre de troisième type, avec cette fameuse montagne. J'ai dit qu'elle faisait éventuellement allusion à des programmes de MK Ultra, je ne vais pas le réexpliquer ici, et qui en tout cas fait allusion à une montagne fameuse aux États-Unis qui s'appelle Devil's Tower, la tour du diable. Mais il est possible en même aussi qu'elle fasse allusion à un mont, au mont Brahman, qui se trouve à l'île Maurice. Donc on revient ici aux Maurice, dont j'ai parlé, j'en reviendrai plus en détail sur les Maurice, et qui ressemble étrangement à cette fameuse montagne du film
rencontre troisième type, en sachant que ces gens-là sont fourbes, et que c'était à la base une colonie venue de Hollande qui s'est installée sur les îles Maurice et qui ont inauguré le nom de l'île. Donc ce point est intéressant. Le mont s'appelle exactement le Morne Brabant. Donc j'étais loin du compte. Et pour continuer avec le King Ranch, qui est extrêmement important pour comprendre le monde moderne, ce King Ranch nous renvoie à Gerald Ford. Gerald Ford, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Eh bien, ce Gerald Ford, il est né sous le nom de Leslie Lynch King Jr. Donc, il est lié à la famille King. Eux-mêmes sont liés à Henry King, donc le milliardaire Henry King. Si vous inversez Henry King, vous trouvez King Henry. Donc, il remonte aux anciennes dynasties européennes, et notamment anglaises. Et on voit que ce fameux Ford, il est lié au ranch King. Et d'ailleurs, ils ont la fondation Ford automobile. Ils ont une série, il me semble, de luxe qui s'appelle la Ranch King. Et dans le film Godzilla, de 2014, le héros s'appelle Ford. Donc il ne sert pas à grand chose, mais en tout cas, il met en valeur le nom Ford. Et il y a lors, à la fin du film, le terrain de baseball qui sert d'hôpital de fortune. Donc souvent, après les catastrophes dans le film, on voit un hôpital de fortune qui est un terrain de foot, donc c'est un message subliminal. Et parmi les affiches publicitaires en cœur debout, ou qui n'ont pas été dévastées par les dégâts des monstres, eh bien, il y a la publicité Ford. Donc ce point est symbolique, j'ai envie de dire symptomatique, du pouvoir de cette élite invisible. D'ailleurs, il est intéressant qu'ils sont en concurrence avec Tesla, à la tête duquel il y avait ce fameux Elon Musk, mais j'ai fort l'impression que ça ressemble plus à une mise en scène, à du théâtre, qu'à une réelle opposition, ou si opposition il y a, ce serait en faveur de Ford. Et donc, pour revenir au Ku Klux Klan, nous avons ces trois lettres qui s'inscrivent en opposition à la trinité chrétienne, donc les trois lettres K, K et K, et qui éventuellement, donc je spécule, et que éventuellement on retrouve dans le sigle Adidas, trois bandes. J'ai pensé à Ali, puisque Ali, lui, il a une seule bande. Éventuellement, ses baskets, elles ont deux bandes. Mais Adidas, lui, il a trois bandes. Et donc, ça pourrait éventuellement faire allusion à cette trinité. Donc, une trinité qui, elle, est occulte et messianiste. Et d'ailleurs, on retrouve dans le casque, de façon tout à fait anodine, pour dire, bien sûr, c'est un euphémisme pour dire le contraire, on retrouve sur le casque de Dark Vador trois traits parallèles. Donc ça fait certainement allusion à ce symbole qui a été repris par Adidas. Voici pour l'anecdote. Nous pouvons donc maintenant passer à Mohamed Ali. Alors ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour Mohamed Ali, c'est son fameux acharnement à taper sur une petite poupée en forme de gorille, comme pour occulter, exorciser ses peurs à l'encontre de son adversaire de poids et de taille, qui est Joe Frazier. On pourrait dire que c'est aussi le symbole de King Kong, qui consiste, de la part de l'élite financière, à craindre ce qui fait l'objet de sa domination et qui est le monde occidental. Mais en réalité, il y a un message plus profond à cela, même si éventuellement
cela n'enlève rien à la thèse primaire qui consiste à exorciser ces vieux monstres. C'est ce qu'aurait fait Mohamed Ali en tapotant sur cette petite poupée qui incarnerait Joe Frazier. Mais en réalité, le message subliminal, il est tout autre. Ici, lorsque Mohamed Ali, il frappe sur une petite poupée en forme de gorille, il frappe sur les goïs et le monde occidental. Et bien sûr, la décision, elle n'est pas de lui. Elle lui a été dictée par la CIA. Et en cela, Mohamed Ali est malheureusement, peut-être en grande partie de façon involontaire, si on veut lui offrir des circonstances atténuantes, il est malheureusement un agent de la CIA, ou en tout cas, au mieux, toute la communication qui est autour de lui, eh bien, elle a été mise en place par la CIA. Et je vais en faire la démonstration. Donc je vais ramener des signes qu'il est éventuellement un agent de la CIA et que éventuellement il est lié avec les programmes MKUltra. Le premier signe, et on l'avait dit pour Austin et Sharon Tate, c'est qu'il y a une chaîne d'hôtels à Louisville qui se nomme Monarch. Monarch roi. Ça peut paraître anodin. Eh bien, non loin si on n'est pas convaincu par cet argument, non loin, et il y a de quoi bien sûr, non loin de Louisville, il y a un fort militaire qui a été construit en 1941 et qui s'appelle Fort Campbell. Mohamed Ali aurait pu subir un programme MKUltra, étant né le 17 janvier 1942, donc 17 ici, nous allons faire de la numérologie, 7 et 1. La réponse est qu'en principe, puisque la CIA a été créée qu'en 1947 et qu'il a fallu attendre l'exfiltration des transfuges allemands afin de mettre en place les systèmes de contrôle mental, de mind control, donc il est matériellement possible que Mohamed Ali ait subi ces programmes pour deux raisons. La première, c'est que en 1947, après il y a le temps que l'organisation se mette en place, peut-être ça peut prendre plusieurs années. Donc matériellement ici, ça devient difficile que Mohamed Ali ait subi ce programme, mais le fait est que il est possible qu'avant même la création de la CIA et qu'avant même l'exfiltration de ces transfuges allemands, eh bien, il y a eu des cas de MKUltra, et notamment l'un des premiers cas documentés ayant pour sujet un agent secret. Il s'agit du voluptueux mannequin des années 40, Candy Jones. Donc très tôt, il y a eu des cas de MKUltra. Et d'ailleurs, c'est complètement anecdotique, parmi les victimes de programmes MKUltra qui ont été suivis médicalement afin de se soigner, ce n'est pas le terme, mais je ne trouve pas d'autre terme, ou d'enlever les traces de ces programmes de contrôle mental. Il y a Jerry Dotet et Anne White, qui étaient des jumeaux. Donc les jumeaux sont les sujets de prédilection de ces monstres, et qui seraient, en toute probabilité, les enfants d'Adolf Hitler. Et donc il est possible matériellement que Mohamed Ali, il ait été sujet de ces programmes. Parce que il est possible que l'OSS, anciennement la CIA, ils avaient déjà
mis en place une structure qui allait dans le sens du contrôle mental, et que, avec l'apport de ces transfuges allemands, ils n'ont fait qu'améliorer des techniques qui étaient déjà existantes chez eux. Et dès 1962, il y a deux films qui sortent, Un crime dans la tête, j'en ai parlé, et l'autre c'est Miracle au Alabama, qui font allusion à ces programmes MK Ultra, 1962. Un an plus tard, Marilyn Monroe se fera assassiner, MM. Quand je dis MM, c'est les noms d'emprunt montrent qu'elle est liée à l'intelligence service, et elle se fera assassiner officiellement. Il y a les tests complotistes qui disent qu'elle elle est rentrée dans la clandestinité, mais elle a vraisemblablement été assassinée. Donc en 1962, il était possible d'avoir subi ce genre de programme. Et aux Jeux Olympiques de 1960, il y a un certain Crook, Eddie Crook Jr., donc il est aux Jeux Olympiques de Rome avec Mohamed Ali. Donc est-ce que Mohamed Ali a rencontré Paul et Sharon Tate, sans faire de fixation? Eh bien, il a remporté la médaille d'or des poids moyens, alors que Mohamed Ali avait remporté la médaille d'or des poids légers. Ici, il n'y a rien d'anodin, il n'y a rien il n'y a rien de spécial, d'original, sauf que ce fameux Eddie Crook, eh bien, il était un militaire du fort Campbell, qui constitue l'un des plus grands centres secrets aux États-Unis des programmes MK Ultra. Fort Campbell n'est pas très loin de Louisville, où est né Mohamed Ali, et son camarade aux Jeux Olympiques, qui a gagné lui aussi une médaille d'or, eh bien lui-même, il provient du Fort Campbell. Mais on peut ne pas se laisser convaincre par cet argument. Alors dès que Mohamed Ali il s'empare de la ceinture du meilleur boxeur au monde, en ayant battu Liston en 1964, eh bien, il signe un contrat extrêmement juteux, peut-être l'un des contrats les plus juteux de l'histoire de l'industrie du divertissement, avec l'industrie du divertissement, alors qu'il était un sportif de haut niveau. Et c'était une alliance qui était complètement nouvelle pour l'époque. Et toute une image de se construire autour de lui, notamment autour du thème The Greatest, le plus grand. Après, bien sûr, il y a des arrière-fonds politiques pour montrer la suprématie des États-Unis. Lui-même, lorsqu'il va changer de nom à Mohamed Ali, il ne sera plus trop d'accord avec ce titre de The Greatest. Mais le fait est qu'à cette époque, il produit un album de musique. Bien sûr, ce n'est pas lui qui écrit ses chansons. Derrière, il y a un certain Gary Belkin, qui est un scénariste de films comiques, de films d'humour, humoristique. Et d'ailleurs, les élans rhétoriques de Mohamed Ali, ils sont écrits à l'avance par ce fameux Gary Belkin. Donc ici, on égratigne le mythe. Et Mohamed Ali, lorsqu'il était encore Cassius Clay, il va faire une campagne de promotion pour cet album, dans lequel il est photographié avec un costume noir, donc à la manière des lords anglais, et une épée qui lui pend sur le mollet, donc qui fait allusion à la noblesse anglaise. Et Mohamed Ali lui-même, il est né Cassius Clay, l'un de ses ancêtres irlandais, était un abolitionniste ou on va dire un propriétaire terrien du sud qui est d'origine irlandaise et qui remonte donc
à la pairie anglaise. Et dans son album, Mohamed Ali il a introduit un titre, Stand By Me, qui est joué par Ben E. Tenez-vous bien, King. Et bien sûr, de toute façon, Nadine, cette chanson déjà, Stand By Me, elle fera fureur, alors elle sera reprise à maintes reprises. Et pour cause, puisque bien que ces paroles, elles semblent anodines, primaires, mais il est possible que ce soit voulu par la propagande, elles font probablement allusion à une anecdote qui est survenue à Robert Leroy Johnson, qui lui-même l'aurait imité ou l'aurait prise à un autre chanteur de blues. Eh bien, il a vendu son âme au diable à un carrefour au cœur de la nuit sous la pleine lune. C'est le thème subliminal de la chanson Stand By Me. Et Elton John aura une chanson au milieu des années 90, donc Elton John il semble lié à la période anglaise, qui aura pour thème subliminal cette association ou ce pacte entre l'artiste et Satan.